Combien de délais d'alerte avez-vous vraiment si un objet fonce vers vous à 12 fois la vitesse du son? En pratique, cela dépend de la distance, mais ce sera très court. Et regardez, la réponse, selon l'endroit où vous vous trouvez et qui fait le lancement, pourrait être peut-être juste assez de temps pour passer un coup de fil, ou peut-être aucun. C'est une catégorie d'armes qui n'existait pas vraiment sous forme opérationnelle jusqu'aux toutes dernières années. Il s'agit du missile hypersonique maintenant. Ce mot est souvent utilisé par des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'il signifie. Soyons donc clairs dès le départ. Hypersonique signifie plus rapide que Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son. Je me demande ce que représente Mach 5, n'est-ce pas? Au niveau de la mer, cela représente environ 6200 km/h, ou comme je dirais, vraiment sacrément rapide. Cela dit, les missiles rapides ne sont pas nouveaux, peu importe à quel point ils sont sacrément rapides. Les missiles balistiques intercontinentaux traversent la haute atmosphère à des vitesses hypersoniques depuis les années 1950. Ce qui est différent avec la nouvelle génération, quand les gens parlent de missiles hypersoniques, ce qu'ils veulent dire c'est que tout repose sur la maniabilité. Vous voyez, les missiles balistiques traditionnels, ils suivent cette trajectoire prévisible, montant, descendant, un peu comme une balle de cricket très chère et très dangereuse. Vous pouvez les suivre, vous pouvez calculer où ils vont atterrir. Et si votre système de défense antimissile tient la route, vous pouvez placer un intercepteur au bon endroit au bon moment, évitant ainsi beaucoup de dégâts. Facile. Enfin, en théorie. Non, c'est extrêmement compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire, assez facile, non? Tu pourrais le faire, Peter, n'est-ce pas? Un planeur hypersonique change la donne. Il est propulsé par une fusée, tout comme une ogive classique. Mais ensuite, au lieu de tomber selon une belle courbe prévisible, il plane. Il peut monter, tourner, raser la haute atmosphère à des altitudes et vitesses rendant son suivi et interception plus difficiles. C'est comme lancer une pierre ou la faire ricocher, sauf que cette pierre peut soudain changer de direction vers une autre zone du lac. Donc je suppose qu'il me faut une meilleure analogie. Plusieurs pays travaillent sur cette technologie, les États-Unis, la Russie, la Chine. Et maintenant, selon ses propres médias d'État ô combien enthousiastes, la Corée du Nord. En janvier 2025, Pyongyang a annoncé le succès du test de ce qu'il a appelé un nouveau type de missile balistique hypersonique à portée intermédiaire, le Hwasong-6B, une fusée à 2 étages, à propergol solide, d'environ 21 mètres de long, transportée sur un lanceur mobile à 7 essieux, surmonté d'un planeur en forme de coin. Le véhicule, selon les médias nord-coréens, aurait atteint Mach 12 lors de son vol au-dessus de la mer du Japon. Ce point n'a pas besoin d'être précisé. Mais cela représente 12 fois la vitesse du son. C'est vraiment rapide, soit environ 14 700 km/h. À cette vitesse, on pourrait traverser une bonne partie de la Manche. Ce n'est pas la plus grande distance, mais c'est déjà loin. En 12 secondes, vous l'auriez traversé. Vous pourriez aller de Londres à Édimbourg en environ 6 minutes. Que le Hwasong-6B puisse réellement faire tout ce que la Corée du Nord prétend est un sujet de débat important. C'est la RPDC. Ils aiment bien un peu de propagande. Le propulseur semble fonctionner, le planeur semble encore faire ses preuves. Mais même un programme hypersonique partiellement réussi représente un véritable changement dans ce que la Corée du Nord peut menacer, la rapidité avec laquelle elle peut menacer et le peu d'avertissement qu'elle peut donner. Aujourd'hui, nous allons étudier un pays sous sanctions internationales, dont l'économie est inférieure à celle de nombreuses villes moyennes, qui a réussi à créer un missile capable de percer les défenses les plus avancées. Écoutez, la Corée du Nord ne s'est pas soudainement retrouvée avec des missiles hypersoniques, même si elle l'aurait souhaité. Atteindre ce stade a nécessité des décennies, une grande aide étrangère au début, et un régime qui a très tôt estimé que les armes nucléaires et leurs vecteurs valaient en presque tous les sacrifices. Peu importe à quel point tout le monde a faim, et franchement ce n'est pas bien, mais c'est aussi intelligent. Être un État nucléaire, ça change tout. L'histoire débute dans les années 70 et 80, quand Pyongyang acquiert des missiles S-Seud de l'Égypte et de l'Union soviétique, des fusées à courte portée à carburant liquide, conçues dans les années 50. Ce n'était pas exactement une technologie de pointe, mais suffisant pour menacer la Corée du Sud et donner au régime une base sur laquelle s'appuyer. Nord-coréen. Les ingénieurs nord-coréens ont étudié les S-Scud, les ont copiés, modifiés et ont fini par produire leur propre version. Dans les années 90, ils exportaient des missiles vers des pays comme l'Iran et le Pakistan. Ce qui en dit long sur la rapidité avec laquelle ils sont passés du statut d'élève à celui de fournisseur. Mais le combustible liquide présente certains problèmes. Il faut stocker le combustible séparément du comburant, car les mélanger prématurément a tendance à provoquer des explosions, ce qui est généralement jugé indésirable. Dans un programme d'armement, au moment du lancement, il faut ravitailler le missile sur la rampe.
Ce processus peut durer des heures et nécessite des camions, des tuyaux, des techniciens en combinaison et beaucoup d'activités visibles, que les satellites espions vont absolument photographier sous tous les angles. Pour maintenir une dissuasion nucléaire crédible, il n'est pas idéal que l'ennemi vous voie remplir lentement vos missiles comme à une station-service. Mais le carburant solide change cela. Un missile à combustible solide est préchargé avec son propergol déjà chargé à l'intérieur du corps du moteur, stable et prêt à l'emploi. Vous pouvez le garder sur un lanceur mobile, le conduire dans un tunnel ou une forêt, attendre l'ordre puis tirer en quelques minutes. La percée est venue avec la série Pukguksong. Au milieu des années 2010, des missiles lancés par sous-marins ont permis aux ingénieurs d'acquérir une réelle expérience avec des moteurs à propergol solide de grand diamètre. Les premiers essais ont donné des résultats mitigés, mêlant échec et réussite, mais tous ont apporté un enseignement. À la fin de la décennie, ils avaient une base technologique fonctionnelle pour les propergols solides, adaptables à des systèmes plus grands et longue portée. En 2021, Kim Jong-un a annoncé une sorte de liste de courses militaires pour les 5 prochaines années. Missiles balistiques intercontinentaux à propergol solide, armes hypersoniques, vecteurs nucléaires lancés par sous-marins, ogives nucléaires tactiques de champs de bataille. Mi-2024, des analystes étrangers estimaient que la Corée du Nord avait assemblé environ 50 ogives nucléaires et développé 13 nouveaux vecteurs. Encore une fois, même si tout le monde a faim, les armes hypersoniques de cette liste méritent une attention particulière car elles représentent une menace différente de la simple construction de plus grosses fusées. Les armes hypersoniques ne suivent pas une trajectoire balistique. Elles glissent dans la haute atmosphère à plus de Mach 5 manœuvres, changent de direction et d'altitude. Pour un opérateur de défense anti-missile, prévoir où tombera une ogive aussi manœuvrable est un cauchemar, ce que Kim recherchait précisément. La nomenclature devient confuse, alors clarifions tout ça, d'accord ? On y va ? En octobre 2020, la Corée du Nord a fait défiler un missile balistique intercontinental à propergol liquide absolument énorme lors d'une parade à Pyongyang. Et les analystes l'ont d'abord surnommé le Hwasong-6. Plus tard, ce missile a été officiellement désigné sous le nom de Hwasong-17. En novembre 2023, les médias d'État nord-coréens ont annoncé des essais au sol réussis de moteurs de fusée à propergol solide pour un nouveau missile balistique à portée intermédiaire. Et en janvier 2024, ils effectuaient des essais en vol. La première version, équipée d'un véhicule de rentrée manœuvrable plutôt que d'un véritable planeur hypersonique, est généralement appelée Hwasong-6A par les analystes extérieurs. La version avec le planeur hypersonique au sommet est devenue la Hwasong-6B. Début 2024, la Corée du Nord possédait un propulseur à propergol solide pour portées intermédiaires, un mandat politique pour des armes hypersoniques et des années d'expérience en missiles avancés. Elle voulait ensuite un système pouvant menacer les bases américaines dans le Pacifique, du Japon à Guam, tout en laissant un temps minimal et une incertitude maximale aux opérateurs de missiles. C'est cette lacune que le Hwasong-6B a été conçu pour combler. Parlons de l'apparence réelle de cet engin, car les choix d'ingénierie révèlent ce que la Corée du Nord cherche à accomplir. Le Hwasong-6B mesure environ 21 mètres de haut, soit à peu près la longueur de 2 bus londoniens à Impérial garés bout à bout. Le missile possède 2 étages, tous deux à propergol solide. Le premier étage, long d'environ 10,6 mètres, fournit la poussée principale et brûle lors des premières phases du vol pour propulser rapidement le missile. Le deuxième étage, d'environ 5,6 mètres, prend le relais après la séparation du premier étage, propulsant la charge utile à sa vitesse finale avant de la libérer pour qu'elle plane vers la cible. 2 étages. C'est standard pour ce type de missile. On gagne en portée grâce à une combustion prolongée sans transporter de réservoir vide jusqu'à l'impact. Le lancement est aussi intéressant. Le Hwasong-6B est transporté par un tracteur érecteur-lanceur à 7 essieux, un énorme camion conçu pour transporter le missile à l'horizontale, l'amener sur un site de lancement, le redresser à la verticale et le tirer. Le missile est logé dans un conteneur à capot avant en coquille, le protégeant durant le transport et le gardant prêt à l'abri des intempéries. L'ensemble du système est mobile sur route, ce qui signifie qu'il peut être caché dans des tunnels, garé sous des ponts d'autoroute, dissimulé dans des forêts ou conduit dans n'importe quel bâtiment doté d'une porte suffisamment haute. Comparé à un silo fixe, qui apparaît sur les images satellites et reste toujours au même endroit. Un lanceur mobile est une cible bien plus difficile à trouver et à détruire avant qu'il ne tire un missile. La méthode de lancement elle-même est ce que les ingénieurs appellent un lancement à froid. Au lieu d'allumer le moteur fusée dans le conteneur, un générateur de gaz au fond du tube crée une pression qui éjecte le missile comme un bouchon de champagne. Après séparation du lanceur et à distance de sécurité, le moteur du premier étage s'allume. Cette méthode préserve mieux l'équipement, limite les dégâts de chaleur et d'explosion et permet de recharger et réutiliser le véhicule.
La rapidité réelle d'une telle action par la Corée du Nord reste incertaine. Les 2 étages utilisent un propergol solide dans des enveloppes de moteurs. Les médias d'État nord-coréens indiquent qu'au test de janvier 2025, les moteurs utilisent désormais des enveloppes en composite fibre de carbone, remplaçant l'acier ou l'aluminium. Cela signifie que vous obtenez la même structure de base, mais qu'elle est plus légère et plus résistante pour son poids, ce qui veut dire que vous pouvez soit transporter une charge utile plus importante, soit voler plus loin, ou les deux. Les composites en fibre de carbone résistent mieux à la chaleur que certains métaux, ce qui est crucial pour contenir une explosion contrôlée pendant plusieurs minutes de vol. D'accord, donc le propulseur met le missile en mouvement. Qu'en est-il de la charge utile au sommet de l'engin ? Le Hwasong-6B transporte un planeur hypersonique en forme de coin qui ressemble visuellement à celui que la Corée du Nord avait déjà testé sur son Hwasong-8, un missile plus petit à carburant liquide datant de quelques années d'auparavant. Après la combustion du 2e étage, le planeur se sépare et rentre dans la haute atmosphère. Dès lors, au lieu de suivre cet arc prévisible, il réalise ce que les médias nord-coréens qualifient de manœuvre de redressement pour changer d'altitude et de virage pour dévier sa trajectoire latéralement. Voici l'essentiel sur la famille Hwasong-6. Le même propulseur peut transporter diverses charges utiles selon les objectifs de la Corée du Nord. La variante 6A transporte un véhicule de rentrée manœuvrable, capable d'ajuster sa trajectoire en descente sans planer comme un vrai planeur hypersonique. Il y a également eu au moins un essai en juin 2024, où le premier étage a été utilisé pour déployer ce qui semblait être une ogive à rentrée multiple et à ciblage indépendant, en gros une tentative de larguer plusieurs ogives en même temps. Brillant. La Corée du Nord parle de succès, mais la Corée du Sud et le Japon estiment que le véhicule s'est désintégré en vol. À qui se fier ? Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que le Hwasong-6 est une plateforme modulaire et configurable pour diverses missions, pas un modèle unique. Parlons de ses performances. Selon la taille du propulseur et les estimations d'ingénieurs, les analystes extérieurs estiment le Hwasong-6B a une portée potentielle comprise entre 3000 et 5500 km, ce qui le place clairement dans la catégorie des missiles balistiques à portée intermédiaire. Les vols d'essai réels, jusqu'à présent, ont été considérablement plus courts, environ 600 km pour le test d'avril 2024 et environ 1100 pour celui de janvier 2025. Bien que les chiffres nord-coréens avancent respectivement des distances plus proches de 1000 et 1500 km, évidemment. L'écart entre les affirmations nord-coréennes et les données de suivi des alliés est un thème récurrent. Les évaluations externes du vol de 2024 estiment la vitesse maximale à environ Mach 5, techniquement hypersonique, mais tout juste. Le test de janvier 2025 a été plus rapide, avec les médias nord-coréens et des analyses indépendantes suggérant que le planeur a atteint environ Mach 12, soit 14 700 km/h. À cette vitesse, parcourir 1100 km prend environ 4 à 5 minutes. Si l'on extrapole cela à la portée maximale prévue de plus de 3000 km, on obtient des temps de vol de 10 à 15 minutes entre le lancement et l'impact. Les ogives peuvent être nucléaires ou conventionnelles, et les médias d'État nord-coréens ont fait preuve de leur modestie habituelle sur ce succès, décrivant le planeur hypersonique comme, je cite, « une force technique, ce qui n'est en aucun cas facile à réaliser ». Et en notant que, je cite encore, « seuls quelques pays dans le monde pourraient en posséder une telle technologie ». Que le planeur puisse réellement faire tout ce que Pyongyang affirme, y compris les manœuvres complexes et l'ensemble des performances annoncées, c'est quelque chose que les essais n'ont pas encore pleinement démontré. Vous voyez, construire un missile hypersonique est une chose, mais prouver qu'il fonctionne en est une tout autre. Le programme d'essai de la famille Hwasong-6 a débuté le 14 janvier 2024, bien que ce premier vol d'essai ne transportait pas du tout de planeur hypersonique. La Corée du Nord a lancé le Hwasong-6A, un missile à propergol solide de portée intermédiaire doté d'un véhicule de rentrée manœuvrable, au lieu d'un planeur hypersonique plus avancé. Les responsables sud-coréens l'ont suivi sur environ 1000 km, tandis que les évaluations japonaises étaient plus prudentes, rapportant au moins 500 km et une altitude d'environ 50 km SMO. La communauté technique a suivi cet événement de près, non pas parce que la charge utile était particulièrement révolutionnaire, mais car c'était le premier vol complet du nouveau propulseur à propergol solide. Si la fusée fonctionnait, la Corée du Nord avait une plateforme. En cas d'échec spectaculaire, les ambitions hypersoniques devraient en attendre. Et, eh bien, mauvaise nouvelle pour nous, bonne nouvelle pour la Corée du Nord. La fusée a fonctionné. Le Hwasong-6B a fait ses débuts le 2 avril 2024 et les médias d'État nord-coréens étaient, comme on pouvait s'y attendre, très enthousiastes. La KCNA a annoncé, je cite, « Le premier tir d'essai du Hwasong-6 né, un nouveau type de missile balistique à portée intermédiaire à propergol solide, équipé d'un planeur hypersonique nouvellement développé. »
C'est difficile à prononcer, j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais l'essentiel est là, non? Selon la version des faits de Pyongyang, le missile a parcouru 1000 km, atteint une altitude maximale de 101,1 km, effectué une manœuvre de redressement jusqu'à un second apogée de 72,3 km et démontré des manœuvres latérales au-dessus de la mer du Japon. Il y a beaucoup de choses difficiles à dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et regardez, tout cela est très impressionnant. Si c'est vrai, je veux dire, la version des faits de Pyongyang fait vraiment tout le travail ici. Les évaluations externes racontent une autre histoire. Les données de suivi sud-coréennes et japonaises indiquent que le missile a parcouru environ 600 km, et non 1000 avec un apogée unique proche de 100 km Sohae, et aucune preuve claire du second pic spectaculaire que la Corée du Nord a décrit. La vitesse maximale estimée était d'environ Mach 5. Des analystes avancent une explication à considérer, selon un reportage du Daily NK, basé sur des sources nord-coréennes. Les 1000 km étaient un tissu de simulation informatique du missile, pas de sa performance réelle. Pour ce vol, une source haut placée a indiqué aux médias que la vitesse et l'altitude avaient été volontairement limitées pour la sécurité, le missile suivant un profil restreint. Pendant que la Corée du Nord recueillait des données, et tout aussi important, observait la réaction de ses adversaires, ce qui est une histoire bien commode, n'est-ce pas? Cette source a défini 3 objectifs pour le test d'avril, en plus de prouver le bon fonctionnement du matériel. D'abord, évaluer la capacité des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon à détecter et caractériser le vol, en recueillant surtout des informations sur leurs propres moyens de renseignement. Ensuite, susciter des doutes sur la capacité des radars alliés à suivre une cible hypersonique manœuvrante, ce qui renforce la dissuasion, même si le test était modeste. Troisièmement, envoyer un message précisant que les bases américaines, à Guam, Hawaï et Okinawa sont désormais à portée de frappe. Même un test partiellement réussi peut accomplir beaucoup lorsque votre objectif inclut l'impact psychologique en plus de la validation technique. Le timing a renforcé ce message de manière assez efficace. Le test d'avril 2024 a coïncidé avec un exercice aérien trilatéral impliquant les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Pyongyang considère ce type d'activité militaire coordonnée comme une menace directe et a lancé un nouveau missile hypersonique. Juste au moment où vos adversaires s'entraînent à coopérer, eh bien ce n'est pas vraiment subtil, n'est-ce pas les gars? Mais la subtilité n'est pas la priorité. Le test du 6 janvier 2025 a montré de vrais progrès. Les médias nord-coréens ont annoncé le lancement d'un nouveau missile balistique hypersonique à portée intermédiaire près de Pyongyang. Affirmant une portée de 1500 km, un premier apogée de 99,8 km, un second apogée de 42,5 et cette vitesse maximale de Mach 12. Les données de suivi japonaises et sud-coréennes ont estimé la portée un peu plus basse, mais les chiffres de vitesse correspondaient à ceux que la Corée du Nord revendiquait. Mach 12 c'est vraiment sacrément rapide, et cela représente une avancée significative par rapport à Mach 5. Van Diepen, un ancien responsable du renseignement américain qui analyse maintenant les missiles nord-coréens pour 38 North, a décrit la situation après ce test de janvier comme un succès partiel. Il estime que le propulseur à combustible solide fonctionne assez bien pour un déploiement opérationnel en Corée du Nord. Il fonctionne à des portées utiles, il atteint des vitesses utiles et le lanceur mobile lui confère la capacité de survivre. Pyongyang veut le planeur hypersonique posé au sommet de ce propulseur. Cependant, il n'a pas encore prouvé toutes les manœuvres avancées revendiquées par la Corée du Nord. Les montées complexes, changements latéraux et vols planés prolongés rapportés par les médias d'État restent des affirmations non observées. Van Diepen estime que le planeur hypersonique doit encore réussir quelques tests avant d'être considéré comme pleinement abouti. Le test de janvier 2025 aurait également comporté des améliorations techniques. Les médias nord-coréens ont évoqué de nouveaux carters de moteurs en fibre de carbone et une technologie de guidage améliorée, en plus des avancées sur la vitesse et la portée. Bien que les analystes extérieurs ne puissent évaluer que ce qu'ils voient, à partir des images de lancement et des estimations de télémétrie, ce qu'ils ne peuvent pas évaluer, c'est cela. La Corée du Nord avance vite, apprend de chaque essai et comble les lacunes d'il y a 1 ou 2 ans. Le message politique de cet essai était aussi peu mesuré que prévu, autrement dit, pas du tout. Les déclarations nord-coréennes ont présenté le lancement comme une preuve que le pays est prêt à utiliser tous les moyens pour défendre ses intérêts. Une phrase clairement adressée à Washington, Tokyo et Séoul. Reste à savoir si le Hwasong-6B est réellement prêt à être utilisé de manière opérationnelle dans un conflit. Que la Corée du Nord veuille que tout le monde croie qu'elle est prête, cela semble très clair, rien de surprenant. Le terme missile balistique à portée intermédiaire désigne dans le contrôle des armements un missile dont la portée est de 3000 à 5500 km
D'après la taille du propulseur du Hwasong 6B et les principes d'ingénierie généraux, les analystes du CSIS estiment le système pourrait probablement atteindre la limite supérieure, soit 5500 km si tout fonctionne parfaitement. Mais jusqu'à présent, chaque vol d'essai a parcouru bien moins que cela, soit environ 1000 à 1100 km span. Ces profils étaient non volontairement limités, pensés pour la sécurité et la collecte de données, non pour montrer la portée maximale. Certains analystes ont soutenu que si le missile ne peut pas réellement atteindre des distances de portée intermédiaire, eh bien, en transportant un planeur hypersonique, il pourrait être opérationnellement plus proche d'un système de portée moyenne. La distinction est importante pour les traités et l'évaluation des menaces, mais la technologie reste préoccupante, peu importe sa catégorie. Et avec tout cela en tête, traçons une carte, d'accord ? Si vous placez un point central sur Pyongyang et que vous tracez un grand cercle, avec un rayon de 3000 km, vous couvrez tout le Japon, y compris toutes les installations militaires américaines sur les îles principales et à Okinawa. À 4000 km sans, vous atteignez Guam, où la base aérienne d'Andersen et la base navale de Guam sont des points clés pour toute réponse américaine à un conflit sur la péninsule coréenne. À 5500 km, on atteint des zones des Philippines, l'est de la Russie et possiblement les îles Aléoutiennes, à l'ouest de l'Alaska. Voilà l'enveloppe de menaces. Le Hwasong 6B est conçu pour la remplir. Pas encore les États-Unis continentaux, mais le réseau de bases, d'alliés et de zones de déploiement sur lequel les militaires américains s'appuieraient dans tout conflit dans le Pacifique. Guam figure souvent dans la propagande et la stratégie militaire nord-coréenne car elle abrite des bombardiers, sous-marins et infrastructures logistiques pouvant projeter leur puissance vers la péninsule coréenne en quelques heures. Guam est donc une cible potentielle. Cela change les calculs pour toutes les parties impliquées. La défense antimissile existe pour une raison. Et il vaut la peine de comprendre comment ces systèmes fonctionnent avant de parler de la façon dont les armes hypersoniques les compliquent. Le principe de base derrière des systèmes comme Aegis, Shahad et Patriot est simple. Détecter un lancement le plus tôt possible, suivre la trajectoire, prédire où il se trouvera à un moment donné dans le futur, placer un intercepteur à cet endroit au bon moment. Boum, et avec ça c'est terminé. Simple, mais en théorie, c'est simple. L'exécution requiert des radars sophistiqués, des calculs instantanés et des intercepteurs valant des millions chacun. Ils doivent atteindre une cible allant à des vitesses folles. Contre des missiles balistiques traditionnels suivant des trajectoires prévisibles, ces systèmes ont démontré un succès raisonnable lors de tests et dans des performances réelles en situation de conflit. Cela dépend du nombre de missiles, du temps d'alerte et de la capacité des radars à suivre malgré les contre-mesures et débris, mais l'interception reste possible. Les responsables américains préfèrent dire que les armes hypersoniques sont difficiles à contrer plutôt qu'inarrêtables. Cela oblige les défenseurs à suivre en continu plutôt qu'à prédire tôt, à décider plus tard dans le vol, avec moins de temps pour réagir, et à utiliser potentiellement plus d'intercepteurs pour couvrir davantage de points d'impact possibles. Pour un endroit comme Guam, où les temps d'alerte se comptent déjà en minutes, ces complications ont une importance énorme. À l'avenir, des analystes estiment que la plateforme Hwasong 6 pourrait être améliorée pour atteindre de plus grandes distances. En allégeant la structure avec des matériaux composites avancés et des propergoles plus énergétiques, les ingénieurs nord-coréens pourraient en permettre à la même architecture de propulseurs d'atteindre 6000 à 8000 km franchissant le seuil intercontinental. C'est une projection plutôt qu'un fait démontré. Mais l'expérience MIRV de juin 2024 suggère qu'ils réfléchissent précisément à ce type d'amélioration. Des véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendant seraient très particulièrement utiles contre les installations de défense antimissiles, permettant à un seul missile de menacer plusieurs sites radars ou d'intercepter une batterie simultanément. La logique stratégique, selon les analystes de 38 North et du CSIS, est que les Hwasong 6B équipés de planeurs hypersoniques ne seront probablement pas déployés en grand nombre, même si la technologie arrive à maturité. Ils sont coûteux, complexes et ils sont surtout utiles contre des cibles précises et de grande valeur, telles que les radars de défense antimissiles et les bases militaires clés. Beaucoup de propulseurs nord-coréens transporteraient plutôt de simples véhicules de rentrée manœuvrables ou des ogives conventionnelles visant ports, aérodromes et centres logistiques. La variante à planeur hypersonique est un outil spécialisé conçu pour percer les défenses et frapper les cibles qui permettent la projection de puissances américaines dans le Pacifique occidental. Pour les personnes vivant dans ce cercle en expansion autour de Pyongyang, que ce soit à Tokyo, Okinawa, Guam ou potentiellement plus loin, les débats techniques sur les portées et les performances des planeurs hypersoniques sont en quelque sorte académiques. Ce qui importe, c'est qu'un pays doté de l'arme nucléaire, avec un historique de comportement provocateur, développe des missiles spécifiquement conçus pour rendre les défenses existantes moins fiables et réduire considérablement les temps d'alerte.
En effet, en juillet 2024, la Corée du Nord a émis des timbres-poste représentant le Hwasong Seisbi, le genre de geste commémoratif habituellement réservé aux exploits spatiaux et aux grands anniversaires. Si vous vouliez montrer qu'un programme de missiles est au cœur même de l'identité nationale, il serait difficile de le faire plus clairement qu'en le mettant sur des timbres. La réaction internationale a été prévisible mais largement inefficace. Le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont condamné ce test, le jugeant contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et menaçant la stabilité régionale. Ces résolutions interdisent à la Corée du Nord de développer des missiles balistiques, mais leur application est limitée et les sanctions n'ont pas arrêté le pays. Il reste aussi la question de l'aide extérieure. Selon un reportage du Washington Post en 2025, la Russie aurait aidé la Corée du Nord à développer ses capacités en matière de missiles et de drones. Ce lien s'inscrit dans une relation où Pyongyang fournit des obus et du soutien militaire à la Russie en Ukraine, tandis que Moscou offre expertise technique et matérielle. La nature des transferts de technologie reste floue, aucun gouvernement ne communiquant les détails. Mais la préoccupation des analystes occidentaux est que l'aide russe pourrait permettre à la Corée du Nord de combler ses lacunes plus rapidement qu'elle ne le ferait seule, notamment dans les propergols solides, les systèmes de guidage et la construction de lanceurs fiables à ogives multiples. À ce jour, aucune preuve n'a confirmé cela devant les tribunaux. Mais la trajectoire des capacités nord-coréennes, ainsi que le rapprochement récent entre la Russie et la RPDC, n'est pas vraiment passé inaperçu. Et bien sûr, les essais continuent. Merci d'avoir regardé.